Bienvenue sur Bien-être et résilience, le podcast qui explore la façon dont nous pouvons tous améliorer notre bien-être émotionnel, notre santé mentale et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Je m'appelle Yoann Fondelot, je suis coach certifié en développement personnel et professionnel et préparateur mental. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un épisode en solo où j'expliquais ce qu'était le burn-out. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle Arusha et qui a été, elle, affectée par ce fameux syndrome d'épuisement professionnel. C'est l'autre nom qu'on donne au burn-out. Arusha, bonjour. Bonjour Johan. Arusha, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent? Alors, oui, tout à fait. Je m'appelle Arusha, j'ai 40 ans, j'habite à Paris et ça fait une quinzaine d'années que je travaille. Ok. Alors, comme je le disais, Arusha, toi, tu as fait un burn-out il y a quelques années, tu vas nous en parler. Je vais juste rapidement rappeler, encore une fois, aux personnes qui nous écoutent ce qu'est le burn-out. On appelle ça le syndrome d'épuisement professionnel. En fait, c'est un état de stress chronique et prolongé ces états ont vraiment des répercussions sur notre santé mentale, mais aussi physique. Ça se manifeste souvent, et tu vas nous dire si toi, c'est ce que tu as vécu, Arusha, ça se manifeste par un épuisement émotionnel, un épuisement mental, physique, une perte de motivation, un désengagement vis-à-vis du boulot, hein, vis-à-vis du travail, et souvent une espèce de sentiment d'inefficacité. Les chiffres en France sont assez effrayants en ce qui concerne le burn-out. Il y a une étude qui avait été réalisée par Opinionway il y a quelques années et selon cette étude, il y a 2,5 millions de salariés en France qui sont en état de burn-out. 2,5 millions, c'est énorme parce que en France, on est environ 26,5 millions de salariés. Donc ça serait quasiment 10% de la population, de la masse salariale, on va appeler ça comme ça, en France, qui est en état de burn-out. Toi, Arusha, ça t'est arrivé quand? Comment? C'était il y a quelques années déjà? Ouais, moi c'était en 2015, donc il y a 8 ans déjà. Et effectivement, ce que tu dis, effectivement, de la fatigue, mais en fait, tu le vois. Enfin, moi, je l'ai pas vu venir. C'est arrivé d'un coup. Au contraire, je me suis sentie juste avant, je me suis sentie un peu invincible. Et D'accord. c'est, je pense justement ça le danger. C'est le sentiment d'invincibilité et tout d'un coup le craquage. Alors, ça a commencé comment? Parce que avant ça, il y a eu autre chose? T'as eu d'autres manifestations, d'autres symptômes, on va appeler ça comme ça? Non, en fait, avant que je m'arrête, j'ai pas eu de symptômes du tout. Les seuls symptômes que j'ai eus, c'est génial, je dors pas, je mange pas, j'ai perdu 5 kilos et j'arrive encore à tenir debout et à travailler tous les jours. Euh, donc c'est une fois que je me suis arrêtée et je me suis arrêtée parce que je suis allée, j'avais un rendez-vous avec ma DRH pour autre chose et elle m'a posé la question un peu fatidique qui est est-ce que ça va sinon? Et le est-ce que ça va sinon, je lui ai expliqué, je lui ai dit bah écoute, ça va, mais bon bah je mange pas, je dors pas, j'ai perdu 5 kilos et puis en fait en lui parlant, tout d'un coup je me suis écroulée. Et j'ai pleuré dans son bureau et ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans cette boîte. Et en fait, elle a eu peur. Elle a eu très peur et je lui ai fait peur en fait. Donc elle m'a dit écoute, va voir le médecin demain et arrête-toi. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis arrêtée que j'ai commencé à ressentir des symptômes et notamment le symptôme d'épuisement. J'avais plus de force en fait. Moi, je n'arrivais plus à marcher. Donc les symptômes se manifestent de façon différente chez chacun, mais en tout cas, moi, c'était ça. Ok. Alors, ce que tu racontes là, comme tu disais, c'est vraiment propre à ta propre expérience. Les symptômes que d'autres personnes peuvent ressentir, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, et toi, tu l'as ressenti après coup. C'est ça qui est assez particulier. C'est vraiment ce sentiment d'épuisement physique et émotionnel. Moi, je reçois beaucoup de personnes soit en état de burn-out, soit en état de dépression. Et la chose qui est commune aux deux, c'est vraiment le fait de se sentir tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué, épuisé, euh, ne pas se sentir capable de, peut-être pas de faire quoi que ce soit, mais en tout cas,
par rapport au boulot, vraiment, tout paraît insurmontable. Et derrière, bien entendu, ça a un impact aussi sur la vie, j'allais dire, personnelle, dans le sens où ben, cette fatigue que tu as, bah, tu l'as aussi à la maison, tu l'as aussi vis-à-vis de tes proches. Et derrière, petit à petit, il y a des répercussions que tu as eues, toi, pour le coup, avant d'avoir malheureusement cet effondrement. Ça va être le fait, par exemple, de ne pas dormir, d'avoir des sérieux troubles de l'appétit. En fait, on dit souvent, notre corps nous parle, parfois on ne l'écoute pas ou on ne l'entend pas. Et sans refaire l'histoire, peut-être que toi, ton corps, justement, c'est ces signaux-là qui t'ont envoyé, mais tu étais peut-être tellement dans le boulot ou tellement à fond dans ton quotidien que tu n'as peut-être pas vu ça arriver, quoi. Mais Ouais, sûrement. ça fait partie des signes avant-coureurs, ça va être ça. Mm, mm. Épuisement, pas de motivation, tout paraît très compliqué, on mange plus trop, on dort quasiment pas. Et après, c'est le cercle infernal qui amène au terme que tu as évoqué, c'est ça, c'est vraiment l'effondrement, quoi. Ouais, tout à fait. Mais moi, je l'ai vu en positif, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est génial, je tiens le coup alors que je ne fais plus tout ça. Mmh. Et en fait, c'est après, une fois que j'ai autorisé mon corps à lâcher, à se reposer, en fait, Mmh. que là, tout s'est écroulé. Mais physiquement, je l'ai ressenti. J'arrivais plus à porter un pack d'eau. Pour moi, un pack d'eau, c'était impossible à soulever. Je n'arrivais même pas à le soulever du sol. Marcher, c'était difficile. Je marchais au ralenti. J'avais l'impression de marcher très vite, alors qu'en fait, je marchais très, 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 très lentement. Alors que bon, je suis parisienne, donc on sait que les Parisiens, en général, ils marchent plutôt vite. Mmh. Donc, c'était ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'effectivement, moi, mon corps m'a peut-être donné des signes avant-coureurs, mais que je n'ai pas écouté ou que je n'ai même pas entendu, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je ne peux plus faire semblant. C'est-à-dire que le corps se souvient, et donc, à la moindre alerte, je reconnais les signaux maintenant. Mmh. Est-ce qu'en termes de symptômes, ça a aussi eu des répercussions, j'allais dire, sur le plan émotionnel? Est-ce que tu as eu, est-ce que tu étais plus irritable que d'habitude? Est-ce que tu avais des sauts d'humeur ou un sentiment de tristesse? Ça t'a affecté aussi sur ce plan-là ou pas? Ouais. Euh, J'étais extrêmement vulnérable, extrêmement sensible. Et puis, je m'effondrais pour un rien. J'ai une anecdote, notamment quand je suis allée voir mon médecin pour être arrêtée. Comme j'étais obéissante, j'obéis à ma DRH. Je suis allée voir mon médecin, il m'a dit il faut que vous changiez d'air. Et du coup, j'ai pris le train pour aller en Bretagne. Et j'avais pas ma carte de réduction sur moi dans le train. Et la contrôleuse arrive et me demande ma carte de réduction. Et je me rends compte que je l'ai pas. Et c'est rien. Mais je me suis écroulée. Je me suis effondrée dans le train, comme si, je perdais un proche, quoi. C'était très, très, très puissant. Et c'était juste, c'était rien du tout, en fait. C'était juste une carte de réduction. Donc, en effet, oui, très, très sensible. Mmh. Ça fait partie des symptômes. On peut avoir aussi l'effet inverse, en fait. Il y a des gens, lorsqu'ils sont touchés par un burn-out, ils ont un désengagement total émotionnel. Ils sont en surcynisme, plus rien ne les touche. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont. Et ça se ressent aussi bien au boulot qu'à la maison. Vraiment, ça va être une attitude, tu vois, un peu désabusée, une attitude négative vis-à-vis d'un projet au taf ou vis-à-vis de quelque chose qui se passe euh, avec des collègues ou des clients. Et elles ont vraiment, ces personnes-là ont vraiment l'impression, ouais, c'est ça, d'être détachées, quoi. Il y a un truc qui se coupe. Et je fais souvent le parallèle hein, avec la dépression et c'est souvent lié, mais quand tu fais un burn, il y a des choses qui se coupent, quoi. Il y a des choses qui se coupent dans ton cerveau et ça peut être
soit c'est des choses qui peuvent être suramplifiées, comme toi tu l'as vécu, soit encore une fois, ça peut être l'effet inverse. Et là, c'est une espèce de shutdown. En fait, c'est de la protection, hein. La vulnérabilité que tu as évoquée est quelque part une forme de protection aussi. Parce que le fait de s'effondrer, bah, tu fermes tout aussi, hein. L'extérieur ne peut plus t'atteindre parce que tu crées une barrière. Et le fait d'être détaché, c'est une autre forme de barrière. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, parce que là, on parle des symptômes, mais ça peut être intéressant d'évoquer les causes. Toi, avec le recul, quelle a été ou quelles ont été les principales causes de ton burn-out? Parce que tu travaillais à cette époque dans une entreprise où il y a, je crois, énormément de pression, énormément de boulot. Euh, Est-ce que c'est ça, toi, qui t'a pressurisé et qui t'a malheureusement amené dans cet état-là? Bah, je pense que avec le recul, il y a deux grandes typologies de causes. En tout cas, dans mon cas, je ne peux pas en faire une généralité. Il y a des causes exogènes, donc qui sont liées à l'entreprise, au manager, à l'équipe, à la charge de travail, au stress, etc., au niveau d'exigence. Et il y a aussi des causes endogènes, qui est souvent, je l'ai souvent lu après, une grosse capacité de travail. Souvent, enfin moi en tout cas, je suis quelqu'un de très résistant. Je suis pas du tout ni faible, ni... enfin, voilà, je suis plutôt forte, j'ai plutôt beaucoup de résistance au travail, de résilience. Et je pense que c'est justement cette capacité à absorber qui m'a joué des tours. Il se trouve que dans mon cas précis, j'ai aussi ce syndrome de la bonne élève, qui consiste à dire oui et à faire rapidement les choses. Et en fait, je pense que j'ai aussi ma part de responsabilité dans ce burn-out parce que il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que moi, de toute façon, je ne l'ai pas fait. Mais je sais qu'aujourd'hui, on ne m'y reprendra plus. Et en fait, je sens que dès que je reprends une voie un peu anxiogène, stressante, etc., un contexte similaire, en fait, je ne peux plus y aller. Mon corps, mon mental, tout ne me laisse plus la possibilité d'y aller. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi. Donc, de toute façon, voilà, aujourd'hui, je ferai ce que je n'ai pas fait à l'époque, c'est-à-dire dire stop, verbaliser, dire écoutez, là, c'est trop, en fait. Mais c'est pas toujours évident, surtout quand on démarre dans la vie active, quand on a 20, 22, 25 ans. Ce qui n'était pas mon cas. J'étais déjà plus ancienne que ça. C'est effectivement, il y a une chose que tu as dite qui est très importante, c'est savoir dire non. Alors, ça ne veut pas dire non à tout bout de champ et refuser des tâches ou des responsabilités, mais c'est avoir le discernement pour pouvoir savoir ou se rendre compte, hein. Parce que quand on est pris dans le train-train du quotidien et que on commence à 9h et qu'on finit à 20h, 21h, au bout d'un moment, ça devient une habitude et on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal. Mais voilà, c'est des horaires de travail prolongés, plus en plus de tâches, plus en plus de choses à faire. On rentre chez soi, on continue à checker ses mails, on continue à répondre ses mails. Le matin, on check ses mails, c'est la première chose que l'on fait. Et on commence déjà à travailler alors qu'on est encore dans le train ou même dans la voiture, dans les embouteillages, j'en sais rien. Mais c'est important oui, de voir quand on en fait trop. Parce que quoi qu'on fasse, moi c'est quelque chose que je répétais déjà à mes équipes quand j'étais manager et que je dis à mes clients, c'est que même si en rentrant le soir, on va répondre à un mail ou à 2 mails ou peu importe, il y aura toujours quelque chose après. Il y aura toujours quelque chose à faire. Même la fameuse inbox 0, j'ai plus rien dans ma boîte mail. Même si on arrive à ça, ce qui est quasiment impossible, mais même si on y arrive, il y aura toujours quelque chose, ça ne s'arrête jamais. Donc il faut juste respecter un temps de travail, faire en sorte d'être assez productif pour pas
pour pas ressentir cette pression constante de devoir atteindre des objectifs s'ils sont ambitieux, de devoir répondre, de devoir... Mais c'est pas évident. Comme tu dis, c'est quelque chose... alors clairement, quand on commence dans la vie active, moi-même, hein, je me rappelle très bien, quand j'avais la vingtaine, là je parle de mon cas personnel, mais avec mes collègues, on était beaucoup sur les routes, on avait des boulots de commerciaux, on allait faire des démonstrations produits aux quatre coins du pays. On faisait, moi j'étais celui qui faisait le moins de kilomètres par an et j'en faisais en moyenne 60 000. Et sans compter le train, sans compter l'avion, ça c'était juste la voiture. Et effectivement, quand tu as 24 ans, que tu commences, que c'est ton premier ou deuxième boulot, bah, t'enchaînes. Et si ça devient ton habitude, bah, tu as 30 ans, tu continues à faire ça, tu as 32 ans, 34 ans, tu continues à faire ça devient ta routine. Mais il faut se rendre compte que, je dis pas que c'est pas normal de faire 60 000 km par an, mais moi je sais que personnellement, ça m'a envoyé aux urgences, quoi. Il n'y avait pas que ça, mais ça faisait partie des causes qui ont fait que mon corps, au bout d'un moment, il a lâché. Je me suis fait un double ulcère parce que je buvais 50 litres de coca dans la voiture pour tenir et faire les 60 000 km. Voilà, il y a plein de causes. Donc, comme tu dis, on a notre part de responsabilité, mais je viens un peu édulcorer ce que tu dis dans le sens où on n'a pas toujours le recul pour se rendre compte que justement, on a une part de responsabilité là-dedans, tu vois. Et ça, si tu n'as pas, et ça va être, je pense, quelque chose d'intéressant, une transition sur une question que je vais te poser, si tu n'as pas des managers, des vrais managers, au sens pour moi, des gens qui sont là pour gérer le fait qu'on atteigne ensemble nos objectifs, mais qui sont aussi là pour gérer l'humain, c'est ça pour moi un vrai manager. Si tu n'as pas un vrai manager, et en plus un vrai manager bienveillant, lui, il va pas te... Normalement, c'est à cette personne-là de te dire attention, tu vois, de tirer la sonnette d'alarme, te dire ok, très bien, fine, on fait ci, on fait ça, on bosse beaucoup tous ensemble pour y arriver, mais il faut savoir se ménager. Je veux dire un truc à l'ancienne, mais qui veut voyager loin ménage sa monture. Nous, notre corps, c'est notre monture, quoi. Si on prend pas soin de notre corps, il y a un moment, bah, ça a pu le faire. Et t'en es l'exemple, moi-même, j'en suis l'exemple. Et apparemment, il y a 2,5 millions de Français qui sont aussi un parfait exemple de tout ça. Donc oui, il faut encore une fois s'écouter et il faut faire attention à ça, le fait de, j'allais dire trop bosser, j'aime pas dire ça, mais de faire attention en tout cas à la charge de travail que l'on a, surtout si c'est des semaines, des mois, voire des années sur un rythme un peu effréné, quoi. Ouais, c'est clair. Non, ce que tu dis, c'est très vrai. Fixer ses limites, ça ne s'arrête jamais, c'est sûr. Moi, franchement, en 15 ans de carrière, j'ai jamais eu ma boîte mail à zéro, jamais. Il y a un jour où j'ai accepté que les mails s'entassent dans ma boîte mail et que voilà. Et du coup, à partir du moment où tu acceptes ça, à partir du moment où tu refuses des réunions, parce que non, tu peux pas passer 10 heures par jour en réunion, c'est pas possible, parce que justement, il faut du temps pour toi aussi pour avancer sur tes projets. Voilà, c'est être un peu aux manettes de son agenda, quoi. Être aux manettes être conscient de ses limites. Mais effectivement, ça prend du temps et parfois ça prend un burn-out, parfois deux, pour réaliser ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, j'ai touché ces limites, donc je les connais maintenant. Voilà. Alors, on va parler un peu justement de l'environnement de travail. Avant que tu me dises un peu comment ta boîte et comment ton manager ou ta manager a réagi face à ce burn-out, je voulais revenir aussi sur le fait que, donc on a parlé de la charge de travail excessive. Nous, c'est entre autres ce qui nous est arrivé. Moi, c'est un burn-out purement physique, on va dire, que j'ai fait. Toi, c'était physique et émotionnel. Il y a la société, l'entreprise dans laquelle on est. On peut aussi faire un burn juste avec l'ambiance de travail. C'est-à-dire, si on est dans un environnement toxique où aller au boulot, c'est la boule au ventre parce qu'on sait que potentiellement on va se faire attaquer
qu'il va y avoir une mauvaise ambiance, qu'il va y avoir des remarques, qu'il va y avoir des choses qui normalement n'ont pas lieu d'être. On est là pour bosser, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais après on reste, j'allais dire, juste des êtres humains. Donc, vu que le boulot c'est un lieu de socialisation, ben, on retrouve les choses bonnes et les choses beaucoup moins bonnes au sein de ce fameux lieu. Mais voilà, c'est un lieu où on peut se sentir isolé, un lieu où une organisation ou une équipe où il y a un manque de communication, où il y a une très mauvaise communication, du management qui peut, dans le meilleur des cas, être juste pas assez reconnaissant du travail et des efforts fournis. Dans le pire des cas, ben, être un management harceleur, et on sait que ça existe. Ça peut être des choses aussi qui sont des causes de symptômes. Et j'en ai parlé un peu avant, mais l'absence d'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est-à-dire que bah, la vie pro prend 80% du temps et ça représente limite notre vie alors que bah, y a d'autres choses à faire en dehors, avec ses proches, sa famille, ses amis, ses loisirs, tout ce qui fait qu'on est heureux de vivre aussi, hein. C'est super bien de kiffer son boulot et de s'y sentir bien, mais c'est super bien aussi de kiffer à l'extérieur. Ça aussi, ça peut être des causes qui, à force, hein, c'est pas au bout d'une semaine hein, que tout ça se déclenche, mais qui, à force, au bout d'un 6 mois, 1 an, 2 ans, peut nous amener à ce fameux syndrome d'épuisement professionnel. Donc, je reviens sur le côté, justement, toi, ton côté perso et ton expérience, Arusha. Quand, justement, tu t'es fait arrêter, comment ça s'est passé avec ta boîte, avec ton manager, avec la direction? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que donc ma DRH, comme je l'ai dit tout à l'heure, a très vite compris ce qui se passait et a eu la très bonne réaction. Et donc, de ce côté-là, j'étais en contact avec elle et bon, ce qui m'a un peu choquée, c'est qu'elle m'a demandé extrêmement rapidement si je voulais revenir à mon poste. Alors que moi, j'étais à peu près, ça faisait 2 semaines que j'étais arrêtée, j'étais en train d'essayer de comprendre ce qui était en train de m'arriver. Côté manager, côté hiérarchie, en gros, pas de son, pas d'image, quoi. Alors après, je sais que quand une personne est arrêtée, quand un salarié est arrêté, c'est extrêmement tabou. Et donc, on dit, les RH disent souvent, ne prenez pas contact avec elle, parce qu'après, ça peut se retourner contre vous, prud'homme, etc. Donc, bon, il y a ça, c'est sûr. Mais j'aurais aimé que sentir un soutien, je pense qu'il y avait plein de façons de le faire, sans donner l'impression de me harceler alors que j'étais en arrêt. Ça aurait pu être un petit mot, un petit bouquet de fleurs, on pense à toi, je sais pas, n'importe quoi. Après, je comprends que ce soit touchy, mais bon, ça n'empêchait pas de le faire quand je suis revenue au travail après. Donc voilà, d'un côté, un DRH assez compréhensif parce que déjà confronté au problème, et de l'autre côté, une hiérarchie inexistante. Alors, je rebondis hein, sur ce que tu dis. C'est vrai que moi qui ai été directeur associé, qui ai été membre de Comex, je connais un peu l'envers du décor, on va dire RH. Et c'est vrai que normalement, lorsque tu as un de tes employés qui est arrêté, tu n'es pas censé... c'est pas que tu n'es pas censé prendre des nouvelles ou ne pas prendre des nouvelles, mais effectivement, la personne est arrêtée, elle est arrêtée. Elle n'est plus dans le giron du travail, donc on n'a pas obligation, en tout cas, de prendre des nouvelles. Après, je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant. On reste des êtres humains. Il y a une partie bienveillante où tu te poses tout simplement la question de savoir si ton collaborateur va bien ou pas, quoi. Donc, je te rejoins sur le fait que prendre des nouvelles, ça aurait pu être peut-être la moindre des choses. Ouais, et puis moi, j'ai été dans ce cas-là, hein. Par la suite, j'ai été manager d'une équipe d'une 20aine de personnes. J'ai évidemment eu des arrêts maladie dans mon équipe, pas forcément pour des burn-out, évidemment, mais des personnes en arrêt, hein, ça arrive. J'envoyais des messages en disant « Écoute, tu n'es pas obligé de me répondre, mais je veux savoir comment tu vas. » C'était un de mes salariés. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais le droit de le faire au niveau
droit au niveau juridique. Mais en tout cas, je l'ai fait parce que je l'ai senti comme ça, mais je le mettais très à l'aise, ou je la mettais très à l'aise en disant, écoute, voilà, moi, je ne veux pas te brusquer, je ne veux pas empiéter sur ton territoire, je ne veux pas empiéter sur ta vie personnelle. Ton arrêt te regarde toi et ne me regarde pas moi. En revanche, si tu veux me donner des nouvelles, je suis là pour les entendre et n'hésite pas, je suis là quoi, quand tu veux. Et donc, rien que ça, moi, j'ai eu 100% de réponse. Parce Mm. que j'imagine qu'ils se sentaient à l'aise et que ben voilà, ils ne se sont pas sentis ni jugés, ni emmerdés, mais ils se sont sentis juste en confiance et donc ils me répondaient. Et s'ils ne m'avaient pas répondu, j'aurais évidemment pas insisté. T'as été arrêté combien de temps, Arusha? Alors moi, j'ai été arrêtée 2 mois et demi, ce qui est très, 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 très court. Mhm. Vu l'état dans lequel j'étais, c'est très court. Mais en fait, le repos, les vitamines que mon médecin généraliste m'ont prescrit, parce que j'ai été voir un médecin généraliste, parce que je ne savais pas ce que je pouvais faire dans ces cas-là, évidemment, m'ont fait du bien. Et donc, et puis j'avoue que bah, j'avais toujours quand même un petit fil qui me reliait à ma boîte, parce que bah, j'étais toujours en contact avec les RH. Et puis, on est venu me chercher, me proposer un nouveau poste, etc. Donc, et puis, j'allais voir une psy à l'époque qui m'a dit restez pas trop longtemps loin, etc. etc. Donc, j'y suis retournée au bout de 2 mois et demi. Dans le même bâtiment, mais sur un poste différent, avec une équipe différente, des managers différents. Mais dans le même bâtiment, on dit souvent qu'après un burn-out, c'est compliqué de revenir au même endroit. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Le problème, c'est que j'ai tenu 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai replongé. Et j'étais arrêtée 1 mois. Et cette fois, je me suis dit, bon, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais aller voir un psychiatre, un médecin qui connaît cette maladie, plus qu'un médecin généraliste. Et j'ai été cette fois mise sous antidépresseurs. Et voilà, j'étais arrêtée 1 mois seulement. Et au bout d'un mois, j'y suis retournée. Et voilà, et c'était reparti. Mais j'avoue qu'avec le recul, j'aurais dû m'arrêter plus longtemps. Parce que bon, ça sert à rien de revenir et de recraquer au bout de 6 mois. Donc, il faut prendre le temps nécessaire. Parce qu'un burn-out, c'est une maladie. C'est une maladie qui est grave, qui est sérieuse. Et il faut prendre le temps de se remettre pour pouvoir travailler correctement, en fait. Ouais, ton expérience, elle est intéressante à plus d'un titre, en tout cas dans l'analyse que l'on fait après, hein, bien entendu, après ces 8 années passées. Mais 2 choses sur lesquelles je rebondis. La première, c'est qu'effectivement, s'arrêter 1 mois, s'arrêter 2 mois, c'est court. Alors c'est dur de dire ça, mais il faut prendre le temps de se remettre. Quand on a vraiment été diagnostiqué avec le syndrome d'épuisement professionnel, 1 mois, c'est pas assez. 2 mois, c'est court. Pour vraiment se remettre à fond, il faut du repos et il faut un temps d'arrêt qui est conséquent. Et ça, aussi bien personnellement que l'employeur, j'allais dire. Donc de l'autre côté, ça peut être compliqué à comprendre. Mais pour le bien-être et l'intégrité physique et mentale de la personne concernée, la santé, c'est ce qui est le plus important et il faut prendre le temps. La deuxième chose, c'est que non seulement il faut prendre le temps, mais il faut être, si possible, et c'est fortement recommandé, il faut être accompagné. Parce que comme c'est toujours la même chose, on ne sait pas, c'est une maladie, on ne sait pas comment on se remet de ça. Donc il faut s'en remettre, comme tu l'as dit, à des professionnels qui connaissent cette maladie et qui vont pouvoir nous accompagner aussi bien, j'allais dire, dans l'échange, dans la discussion, que peut-être potentiellement, et toi ça a été le cas pour toi, de manière, j'allais dire chimique, hein, de manière avec des antidépresseurs ou peut-être des anxiolytiques ou peut-être d'autres sortes de médicaments qui vont aider notre corps et qui vont aider
j'allais dire, notre cerveau à décompresser, à relâcher, à apaiser les tensions et à aller mieux. C'est vrai que moi, je sais que malheureusement, les antidépresseurs, les anxiolytiques peuvent aussi avoir un effet extrêmement pervers, tout simplement d'accoutumance, parce qu'il y a de nombreuses personnes, et moi j'en ai rencontré beaucoup, qui peuvent avoir le sentiment au bout d'un moment de ne plus pouvoir faire face sans ces médicaments-là. Et on peut faire un parallèle avec n'importe quoi, hein. Si j'ai pas mon café, jamais j'arriverai à faire quoi que ce soit ce matin, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça. Sauf que les antidépresseurs et les anxiolytiques, c'est pour ça que je parlais de chimie, c'est des choses qui vont agir, interagir avec nos hormones, avec ce que notre cerveau va sécréter comme différents types d'hormones pour équilibrer tout ça. Et on peut avoir une certaine accoutumance, ne serait-ce que, même si c'est pas placebo, mais une accoutumance. On pense avoir une accoutumance, et donc ça peut avoir des effets sur, encore une fois, j'en ai besoin pour. J'en ai besoin pour ci, j'en ai besoin pour ça. Mais c'est quelque chose qui peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement utile et nécessaire pour pouvoir se remettre bien comme il faut d'un burn-out. Donc encore une fois, Aoucha, toi, les différentes étapes que tu as suivies en accéléré quelque part sont le chemin classique pour pouvoir se remettre et retourner au boulot sereinement et en pleine possession de ses moyens, quoi. Non, Quand, c'est quand sûr. t'as... Ouais, non, dis-moi. Non, j'allais dire, moi, j'ai pas du tout eu les effets pervers des antidépresseurs. Pourtant, je suis pas du tout pro-médicaments, hein, loin s'en faut. Mais je pense que je suis tombée sur un excellent psychiatre qui, du coup, j'ai démarré à la dose forte, hein, la dose maximale, et qui a petit à petit réduit les doses. Et en fait, j'ai eu aucune difficulté. Ça s'est fait hyper smooth. Et je pense que franchement, sans ça, j'aurais peut-être pas réussi à m'en sortir aussi rapidement. J'ai fait 1 an et demi d'antidépresseurs. Mais franchement, moi, j'ai essayé hein, de faire sans. Mon médecin généraliste est une approche assez naturelle de la médecine, donc il voulait me soigner via des plantes et des vitamines. Bon, ça a pas suffi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a très bien marché, la chimie dont tu parles. Ouais. Non, encore une fois, hein, c'est juste que on a longtemps été les champions du monde de consommation d'antidépresseurs, parce que ce sont des médicaments qui ont longtemps été prescrits un peu trop facilement et un peu trop rapidement. D'où le fait que j'alerte, juste pour les personnes qui nous écoutent, que attention, faut pas tout de suite se tourner vers ça de soi-même. Il faut être accompagné, et c'est le professionnel de santé qui va pouvoir nous dire si on en a besoin, quelle dose, et effectivement travailler sur la posologie dont on va avoir besoin, parce qu'on est tous différents et on n'a pas tous besoin des mêmes doses, quoi. Quand tu as été arrêté, donc la première chose que tu as faite, c'est ça, c'est Ah, parce que tu t'es fait arrêter 2 fois. Donc la première fois que tu t'es fait arrêter, tu es allé voir ton médecin, c'est la première chose que tu as faite. Ouais, en fait, comme ma DRH me disait, il faut que tu te fasses arrêter, mais c'était un ordre en fait. Elle m'a dit, on ne sauve pas des vies. Donc, parfois, c'est vrai que j'ai un peu perdu ça de vue, qu'on ne sauvait pas des vies. J'avais l'impression d'être tellement indispensable au travail. Et du coup, je suis allée voir effectivement mon médecin généraliste, qui était la seule personne, seul professionnel de santé que je connaissais. Et du coup, il a commencé par m'arrêter 1 semaine. C'est là qu'il m'a dit changer d'air. Donc, je suis partie tout de suite de Paris pour essayer de me ressourcer. Mais en fait, j'étais tellement à l'ouest total que tu prends même pas conscience en fait que tu te ressources. Tu te ressources pas du tout. Déjà, tu essaies de savoir où tu habites, qui tu es, qu'est-ce qui t'arrive en fait. Donc, j'allais me promener. Je prenais l'air de la mer, mais j'étais paumée, quoi.
Et, et ça a duré un petit moment. Et puis je suis retournée voir mon médecin au bout d'une semaine. Il m'a réarrêté une semaine. Puis ensuite, il m'a réarrêté une semaine et demie. Puis ensuite, encore une semaine et demie. Voilà, ça, pendant 2 mois et demi. Ça a eu... quel impact ça a eu sur ta vie, déjà ta vie sociale à cette époque-là, et l'impact que ça a eu, j'allais dire, à court terme sur ta vie pro, et plus à moyen terme, jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler de ces deux choses-là? Alors, sur ma vie sociale, bah, pas vraiment d'impact en fait. J'ai continué à voir des gens, j'ai continué à sortir, j'ai continué à manger normalement, j'ai continué à dormir normalement. J'avais une vie assez normale, à part que je faisais tout ralenti. Donc voilà, donc j'ai juste dû accepter que mon corps avait besoin de repartir à zéro, quoi, de faire un reboot. Donc voilà, sur ma vie sociale, sur ma vie. Alors si on doit aborder ce sujet-là, sur ma vie sexuelle, aucun impact non plus. Et sur ma vie pro, du coup, j'étais incapable de revenir à mon poste, évidemment. Hein. Donc, en revanche, j'ai réussi à faire la différence entre ce qui m'était arrivé, qui pour moi était un cas isolé, et l'ensemble de la société. C'était une entreprise, une grosse entreprise du CAC 40, assez connue. Et en fait, je n'en ai jamais voulu à cette entreprise. C'est-à-dire que j'arrivais très bien à faire la part des choses entre mon cas, ma responsabilité, la responsabilité de mon manager, et la responsabilité de l'entreprise, qui est, somme toute, la somme des individus qui la composent. Hein. Donc, du coup, j'adorais cette entreprise et je l'adore toujours. Et je voulais y retourner. Il était hors de question pour moi de quitter cette entreprise. Donc, j'ai retrouvé un poste équivalent dans une autre entité. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai continué ma carrière normalement. Alors évidemment, c'est écrit, je pense, dans mon dossier, quelque part. Donc, les managers qui ont suivi ont su que j'avais fait peut-être 2 burn-out. Mais en fait, j'ai jamais eu d'impact négatif en fait à ce niveau-là, au niveau de ma carrière. Ça, c'est sûr. Sinon, ce que ça m'a apporté en positif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une plus grande vigilance. Je le sens en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais trop loin, je sens un point entre les 2 omoplates, et c'est systématique. Alors que ce point entre les 2 omoplates, je ne le sentais jamais avant. Donc physiquement, les conséquences, c'est ça, quoi. Je sens que je ne peux pas aller plus loin. Je le sens avant que ça arrive. Alors, je continue hein, sur peut-être pas les généralités, mais les autres cas et les autres façons de réagir que peuvent avoir d'autres personnes sur les 2,5 millions de personnes qui font un burn-out, je le rappelle. Toi, c'est vrai que tu n'as pas eu trop d'impact, aussi bien professionnellement que socialement. Il y a de tout, bien entendu. Hein. Il y a des cas comme les tiens, il y a des cas où on va avoir un impact plus prononcé sur sa vie perso, sur sa vie sexuelle, sur sa façon d'être, sur ses interactions sociales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, toi, tu ne voulais pas quitter cette entreprise et quelque part, le fait d'être dans une grande société te permettait de pouvoir faire ce qu'on appelle de la migration interne assez, peut-être pas facilement, mais en tout cas, tu avais cette possibilité-là. Lorsque la cause d'un burn-out est d'origine, j'allais dire, un problème de communication, un problème dans l'environnement de travail, c'est vrai qu'on recommande chaudement de quitter l'entreprise, tout simplement. Parce que si c'est pour retourner exactement au même endroit, tu l'as dit toi-même, hein, on dit que retourner dans le même bâtiment, dans le même bureau, ça peut nous faire replonger rapidement. C'est sûr que si la cause du problème était l'environnement de travail en lui-même, ça ne sert strictement à rien d'y retourner. Hein. Même si les gens vont nous dire ou vont dire qu'ils vont faire des efforts,
chasser le naturel, il revient au galop et effectivement, on a le risque de replonger. Et quand on replonge, la plupart du temps, ça fait encore plus mal que la première fois. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Toi, Arusha, tu as aujourd'hui, bon, tu as ce fameux point entre les deux omoplates dont tu nous as parlé. C'est la façon dont ton corps te dit, oula, attention, fais gaffe. Mhm. Je sens quelque chose, donc je te le dis. Est-ce qu'en dehors de ça, avec le recul, tu as eu des conséquences positives, d'autres conséquences, voire aussi négatives, suite à ce que tu as vécu? Alors, je reviens juste sur ce que tu disais, parce qu'on a l'impression que du coup, j'ai extrêmement bien vécu mon burn-out et que j'ai continué à sortir, etc. C'est vrai, j'ai continué à mener ma vie, mais en fait, j'étais pendant très longtemps, j'étais abattue, hein, physiquement et aussi moralement. C'est-à-dire que je sortais, je faisais des choses, je partais en week-end, mais j'étais plus moi-même. J'étais en dépression, quoi. Alors pourquoi tu le faisais? Pourquoi tu continuais à sortir? Pour justement essayer de combattre ça? Bah parce que je suis comme ça. Moi, quand je vais pas bien, il y a des gens qui restent prostrés chez eux et qui ont besoin de faire le vide pendant 3 jours, une semaine, peut-être plus. Moi, au contraire, moi, c'est un mécanisme de défense, en fait, de voir des gens, de sortir. Quand je vais pas bien, j'appelle à l'aide. Donc, je continuais parce que j'avais besoin de ça, mais j'étais pas bien. J'étais triste. J'étais abattue. Mais je continuais à faire des choses. Mais voilà, j'avais pas le moral, quoi. Ce qui est normal, hein. C'est la conséquence. J'ai parlé de fatigue physique. Bon, je pouvais pas soulever un pack d'eau. Je pouvais pas marcher. J'étais aussi, abattue émotionnellement. Et donc, pour répondre à ta question, l'impact, en fait, l'impact négatif, ça a été immédiatement ça, c'est-à-dire un état dépressif. Aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout, cet état dépressif. Et aujourd'hui, j'ai que, on va dire, les conséquences positives. Enfin, en tout cas, moi, j'en retire quelque chose de positif de cette expérience, entre guillemets. C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des alertes, en fait. Des alertes qui font que ça ne pourra plus m'arriver, en tout cas, plus sous cette forme-là, parce que, en fait, je ne veux plus y aller. Donc je sens qu'il y a une menace, je n'y vais pas. Et donc ça, c'est un mécanisme de protection que j'ai développé et que je n'avais pas avant. Tu parlais de ça au tout début, les gens qui font preuve de cynisme, qui se mettent en retrait par rapport à leur travail, qui prennent du recul, etc., et qui sont plus engagés dans rien. J'étais tellement trop engagée, moi, que du coup, j'ai réussi à choper un peu de ce recul, en fait, qui fait du bien aussi et qui permet de remettre les choses à leur place, quoi. Alors pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être un tips, hein, ça peut être quelque chose à retenir sur si vous n'avez jamais expérimenté, et tant mieux, hein, ce genre d'expérience. En tout cas, si vous vous reconnaissez, si vous vous retrouvez dans tout ce qu'on évoque par rapport à la fatigue, par rapport à des signaux que le corps nous envoie, s'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Il y a des signes, quand ils sont envoyés 3, 4, 5, 25 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est hyper important et avec Arusha, c'est ce qu'on veut que vous puissiez retenir de cette émission. Tu nous as dit, hein, que tu as pu identifier avec le recul les causes. Est-ce que tu penses... Alors, outre moi, ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire avoir quelqu'un de plus expérimenté, donc un manager de plus expérimenté et en plus de bienveillant qui va nous apprendre tout ça, qui va nous enseigner, hein, pas uniquement la façon dont on va mener à bien notre projet, mais aussi comment bien travailler et comment prendre soin de soi, quelque part, tout en travaillant. Est-ce que tu aurais pu éviter, toi, tu penses, ce burn-out ou ces 2 burn-out?
Bah ouais, je pense que. Alors évidemment, les facteurs endogènes, les facteurs exogènes dont je parlais tout à l'heure, évidemment, je ne peux pas les éviter. Hein. L'équipe, elle est comme ça, le fonctionnement Mm. d'entreprise, il est comme ça, et il faut faire avec, même si ça change, évidemment. Mais en revanche, ce qui vient de moi, ma responsabilité personnelle dans ce qui m'est arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, j'aurais pu tirer la sonnette d'alarme, j'aurais pu dire à mon manager, écoute, là, franchement, non, en fait, je peux pas, j'y arrive pas, il y a trop de choses. Donc, oui, j'aurais pu. Alors après, on peut pas refaire l'histoire. Je sais pas si j'aurais pu l'éviter ou si j'aurais pu le retarder ou si ça aurait été moins grave. J'en sais rien, mais en tout cas, oui, j'aurais pu prendre ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé, quoi. Et encore une fois, en prévenant et je pense que je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, hein, parce que j'ai quitté cette entreprise, pas pour cette raison, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était très tabou. Et je pense qu'il faut détabouiser le burn-out parce que il faut donner la possibilité aux gens d'en parler après que ça soit arrivé, mais aussi prévenir, c'est-à-dire favoriser le dialogue, favoriser la communication. Et comme tu le disais, à très juste titre, un bon manager, c'est un manager qui prend soin de l'humain, en fait. Et ça, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas ancré ça dans l'esprit collectif, qu'un bon manager, être manager, c'est pas un reward, c'est la conséquence d'une efficacité professionnelle, de bons résultats, mais aussi de bonne gestion de l'humain. Et donc, un bon manager devrait être capable de favoriser ce dialogue et de favoriser cette communication. Et ça ne devrait pas être difficile d'aller parler à son manager et de lui dire, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué, j'ai trop tiré sur la corde, j'ai trop de choses à faire, je ne vais pas y arriver. Donc, aide-moi. Et le manager, là, devrait être en mesure de proposer son aide. Mais favoriser le dialogue, pour moi, c'est la base. Et pour ça, il faut sortir du tabou. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Arusha. C'est vrai que, notamment en France, comme tu le dis, c'est la récompense de passer manager. Mais si on n'a pas les soft skills pour être un bon manager, c'est-à-dire déjà aimer les autres, aimer le rapport humain, aimer la communication et aimer justement organiser tout ce petit monde pour, encore une fois, atteindre des objectifs. On travaille, on est payé pour remplir un rôle. Ça, je l'oublie pas et on l'oublie pas. Mais si on n'a pas ces fameux soft skills, ça va être compliqué d'être un bon manager. Autant des hard skills, ça se travaille, ça s'acquiert, ça s'apprend, mais soft skills, c'est qui on est. Donc, attention à quand on nomme des managers qui n'ont pas les bonnes compétences humaines pour pouvoir gérer derrière. Moi, j'ai un petit message purement business à faire passer à certaines personnes qui nous écoutent, ceux qui sont justement soit chefs d'entreprise, soit dans du management. Alors déjà, il y a le côté humain, évidemment, c'est important de prendre soin des autres et des gens avec qui on travaille, mais n'oubliez pas une chose, si vous ne prenez pas soin de vos collaborateurs, le jour où ils vous pètent dans les pattes, vous vous retrouvez tout seul, vous vous retrouvez en équipe réduite pour justement atteindre les fameux objectifs. Donc, il y a un double effet bénéfique à prendre soin de ces équipes. C'est tout simplement parce que c'est notre rôle en tant que manager, mais aussi parce que en gardant une équipe solide, en bonne santé, en pleine forme, on garde une équipe capable d'être au max de sa productivité. Et donc, notre équipe, notre projet, les ventes que l'on doit effectuer, peu importe, seront maximisées. Donc, c'est bénéfique à tout au point. C'est bénéfique pour l'entreprise et c'est bénéfique pour nous en tant que membres d'une team. Donc, c'est hyper important. Justement, je reviens sur la partie entreprise. Arusha, toi, toujours avec ce fameux recul, tu t'en as parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont toi, tu penses que les entreprises devraient prendre en charge ou en tout cas s'investir peut-être un peu plus dans cette prévention? Parce qu'après, tu as fait d'autres boîtes, tu as pu voir que l'herbe était plus verte ou pas plus verte ailleurs. Comment tu
recommanderais? Bah déjà, à la base, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire faire attention au moment où on désigne un manager. C'est-à-dire désigner un manager qui commence par avoir une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes. C'est déjà la responsabilité de 5 personnes. Pour moi, c'est comme élever des enfants, quoi. C'est une responsabilité. C'est de l'éducation, de la communication, c'est plein de choses. Donc, c'est énorme. C'est pas juste, bah tiens, tu as bien bossé cette année, donc tiens, tu vas prendre la tête d'une équipe. C'est pas ça. Moi, je pense que dans certaines entreprises, les managers sont trop jeunes. Ils n'ont pas la maturité ou le recul nécessaire pour prendre en charge justement ces êtres humains. Donc déjà, commencer par ça, par nommer les bons managers qui méritent sur plusieurs plans d'être nommés managers. Et ensuite, de manière générale, libérer la parole. Aucune entreprise n'est parfaite. Pour répondre à ton point, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a des dysfonctionnements partout, il ne faut pas en rougir, il faut juste l'accepter, en parler. Moi, je serais super contente de pouvoir un jour témoigner dans la boîte où j'étais pour dire, bah voilà, moi, j'ai eu un burn-out, j'en ai eu 2. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, je suis à votre dispo pour échanger si vous en avez besoin. Mais voilà ce qu'on peut faire. C'est aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire que c'est pas du top-down, c'est pas le CEO d'une entreprise qui doit trouver toutes les solutions tout seul au burn-out dans les entreprises, enfin à la prévention du burn-out dans les entreprises. C'est faire une task force, balancer des idées dans une boîte à idées, favoriser la communication, qui est peut-être un rôle un peu plus important du médecin du travail aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les entreprises. C'est, en tout cas, le rôle du médecin du travail, là où j'étais, était assez silencieux. Donc, bon, c'est difficile de prendre cette personne comme une personne référente qui va nous aider à prévenir et à guérir ce genre de maladie. Voilà, donc il y a tout plein d'actions, plein d'idées. J'ai évidemment pas construit la feuille de route, mais à mettre en place. Et je suis sûre que le fait qu'un CEO ou que des managers donnent la possibilité aux employés de s'exprimer sur ce sujet sera que bénéfique en fait. On va arriver à la fin de notre émission. Arusha, je te remercie énormément pour ce partage et ce témoignage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah écoute, merci Johan. En tout cas, c'est la première fois que je m'exprime sur ce burn-out de manière un peu plus officielle qu'entre la famille et les amis. Et donc j'espère que ça va donner l'occasion à des gens de prendre conscience de certaines choses, ou les aider en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci encore à toi, Arusha. Et n'oubliez pas, très important de vous écouter. Pour ceux qui sont responsables, managers, directeurs, dirigeants, n'oubliez pas aussi votre responsabilité vis-à-vis de vos employés, vis-à-vis de vos collaborateurs. Et la communication est l'une des clés pour pouvoir éviter ce genre de problème qui peut avoir des répercussions malheureusement très graves sur la vie des personnes qui en sont victimes. Encore merci Arusha, merci à tous pour votre écoute, c'était Bien-être et Résilience. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine en fait, et n'oubliez pas que la santé mentale compte. À bientôt, au revoir.